Retour à la surface pour un grand bol d'air. C'est ce que nous offre le lac du Der-Chantecoq dans le département de l'Aube. Depuis que Christine Soulier a quitté Paris dans les années 70 pour s'installer dans la région, cette orthophoniste à la retraite ne se lasse pas de venir s'y ressourcer. C'est vraiment un cadre magnifique ici, ça respire le calme. Puis je trouve ça sympa de voir tous ces jeunes profiter des sports nautiques. Moi, ce lac, je le connais plus à l'automne, je viens observer les oiseaux. Mais aujourd'hui, si Christine y retrouve Alain van der Schooten, ce n'est pas pour profiter de la plage. Elle vient y entendre l'incroyable histoire de ce qui demeure l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. C'est beau, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine de ce lac, il y a un énorme drame humain quand même. Ah bon? Ah oui, on a fait disparaître 3 villages et on a exproprié plus de 300 personnes. Donc 3 villages sont engloutis là sous ce réservoir d'eau? Oui. On a Champaubert qui est là-bas en face, Oui. on a Chantecoq derrière l'île ici, et puis on a Nuisement qui est à quelques encablures d'ici. C'est quelque chose qui a été dramatique pour les gens. Du jour au lendemain, on leur a dit il faut trouver une autre maison ailleurs. Et là, ici, à la place de votre village, il va y avoir jusqu'à 12 mètres d'eau. Depuis la crue du siècle en 1910, Paris et les bords de Seine sont touchés par des inondations récurrentes. Dans les années 60, pour contenir les eaux tumultueuses de la Seine et de la Marne, la création d'un réservoir géant s'impose. Cette ancienne plaine marécageuse, couverte d'une importante forêt de chênes, est le lieu idéal. Alors on a trouvé une cuvette naturelle, donc on n'a pas eu besoin de la creuser. Et dans cette cuvette naturelle, qu'on a fermée avec une digue de 25 km, on va stocker 350 millions de mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, avec ce changement climatique, on s'aperçoit aussi que le lac a un autre rôle très important à jouer, c'est d'être un barrage-réservoir pour Paris. Donc en gros, une image, on a le château d'eau de Paris sous les yeux. À 3 km de là, en hommage aux habitants délogés et à la vie d'antan, un des 3 villages engloutis a été partiellement sauvé des eaux. Ça a vraiment un côté très authentique, ce petit village. Ah, c'est les véritables maisons d'autrefois qui ont été démontées morceau par morceau, déplacées et reconstruites ici pour... Donc c'est vraiment authentique. Ah oui. Ça n'en a pas que l'air. Ah non, c'est les vraies maisons. On est au centre du village musée du Der et tous les bâtiments qui sont autour de nous sont des bâtiments qui ont été déplacés. On les a démontés pièce par pièce, on leur a fait faire un petit voyage et on les a reconstruits ici sur le site pour en faire un village souvenir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cet ancien village de bûcherons n'en est pas à son premier déplacement. Donc à l'origine, c'est une immense forêt, la forêt du Der, Oui. et on a des bûcherons qui viennent s'installer pour exploiter cette forêt. Ils construisent leur maison à pans de bois et ils arrachent la forêt sur des hectares et des hectares. Mais au bout d'un moment, le chantier devient trop loin, surtout qu'on a des sabots aux pieds. Et bien là, il y a une solution toute simple. Ils vont démonter leur maison, la déplacer et la ramener près de la forêt. Autre bâtiment témoin du passé sauvé de l'oubli, la maison du forgeron. La mairie-école, ainsi que l'église du village, dont l'origine remonte au XVe siècle. Là, tu vois, Christine, c'est ici que tous les villageois se retrouvaient tous les dimanches pour la messe. Et ça, c'était quelque chose de très important, sacré. T'as vu cette voûte d'église? C'est super, oui. Ça te fait penser à quoi? Une coque de bateau retournée. Ah oui, c'est exactement ça. Les charpentiers de marine, en fait, n'avaient plus de travail sur la côte parce qu'on a inventé les bateaux en fer. Donc, ils proposaient leurs services à l'intérieur des terres et c'est eux qui construisaient ces voûtes pour essayer d'économiser un petit peu de chaleur puis que ça soit plus joli aussi. Et tu as vu un petit peu cette construction des maisons en pan de bois. Donc, on a les poutres, bien sûr, et ces bouts de bois. Il y a un tenon. Il y a une mortaise, on rentre le tenon dans la mortaise et à l'intersection des deux, on va percer un trou et y mettre une cheville. Ça tient. Et le jour où on veut démonter, il n'y a pas de souci. On laisse la cheville dépasser de l'autre côté, on tape dessus et on la retire. D'accord. Donc ces maisons, dès le départ, étaient vouées un jour ou l'autre à se déplacer. À se déplacer. Ouais. Aujourd'hui, bien que l'église ait été déplacée, elle reste consacrée chaque année au mois de juin lors de la Saint-Jean pour une messe du souvenir. Non loin du village du Der, à Troyes,
les bâtiments de la ville conservent aussi la mémoire du pays. Avec sa cathédrale, ses hôtels particuliers et ses maisons à colombages colorés, le cœur historique de la ville possède l'un des plus beaux ensembles d'habitations médiévales et Renaissance de France. Une architecture fascinante que Christine va redécouvrir sous le regard expert de Sylvie Coulonval. C'est drôlement bien, Sylvie, hein, Ah ton oui, petit café dans ce oui. quartier si C'est clair. magnifique. C'est clair que c'est très pittoresque ce quartier. Tu connais la maison du boulanger? Oui, bien Tu la sûr. connais? Alors tu sais, Christine, que cette maison, c'est vraiment le type même de la maison troyenne, à pan de bois ou colombage. Colombage parce que les poutres qui sont verticales s'appellent des colombes. Et peux-tu me préciser pourquoi il y a tant de pans de bois sur ces maisons? Alors en fait, ici à Troyes, tout le centre historique, hein, le bouchon, puisque Oui, le centre le bouchon. historique Oui. a la forme d'un bouchon de champagne, ce ne sont que des maisons à colombage, des maisons à pan de bois, parce que dans la région, nous n'avons pas de pierre de construction, uniquement le chêne. En 1964, alors que le centre historique de Troyes est insalubre, la maison du boulanger, promise à la destruction, est la première du quartier à être rénovée, sauvée de justesse par la toute récente loi Malraux, dont la vocation est de protéger le patrimoine historique de France. J'attire ton attention, Christine, aussi sur la tourelle de l'Orfèvre. Oui, oui, c'est vraiment l'emblème de la ville. Absolument. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce travail d'ardoise en losange de En différentes losange. couleurs, ce qui est, Oui, qui est absolument. relativement rare. Puis aussi nos toits, tu as vu les toits à pignon, Oui. hein, ces toits très très pointus avec la ferme d'avant-corps Oui. qui protégeait également la façade. C'est ça. Tu connais l'expression avoir pignon sur rue? Oui. Eh bien, oui. ça vient de là, parce qu'en fait, c'était un signe de propriété et ces pignons, on les avait uniquement côté rue. C'est Et ça. maintenant, bah, c'est un signe de notoriété publique. Oui. Quand on a Oui, pignon oui, sur oui. rue, Oui, oui. c'est qu'on est connu. Viens, Christine, je vais te montrer autre chose. Ah oui, avec plaisir. Je suis toujours très friande des trésors de la ville. Ah bah, tu vas voir que c'est vrai qu'ici, on est On est le gâtés, patrimoine c'est à vrai. profusion. Oui. À quelques pas de là, au détour d'une cour pittoresque aux boiseries finement sculptées, Cette cour-là avec les coursives, je trouve qu'elle Elle est très belle, ouais, c'est vrai qu'elle est magnifique. se trouve l'une des ruelles troyennes les plus emblématiques et exiguës de la ville. Tu vois, cette ruelle des Chats, c'est un de mes endroits préférés dans la ville. Quand tu regardes les maisons, tu as l'impression qu'elles s'embrassent. Et je me dis que si les pavés pouvaient parler, je pense qu'ils raconteraient beaucoup de choses très, très romantiques. Eh bien, détrompe-toi quand même, Christine. C'est vrai que ça paraît un lieu romantique, mais sachant qu'autrefois, c'était quand même un lieu de mauvaises rencontres, de vagabondage, un lieu malfamé. Dans le prolongement de ce dédale de ruelles, une petite cour privée où se niche l'un des plus beaux édifices de Troyes. Alors, Christine, est-ce que tu connais l'hôtel du Lion Noir? Ah oui, oui, je suis déjà venue ici une fois, mais vraiment, la ville a du talent pour cacher ses trésors. C'est fabuleux. Ah, c'est une véritable pépite, magnifique. c'est vrai. Bah, je t'invite à monter si tu veux. Ah oui, avec plaisir. L'hôtel du Lion Noir, édifié à la fin du XVIe siècle, n'a pas toujours été aussi flamboyant. L'escalier a vécu. Oui. Ah oui, elles sont toutes penchées, celles-là. C'est fou. Enduit de crépi, ce joyau du patrimoine troyen tombe dans l'oubli pendant des décennies. Il n'est redécouvert qu'à l'aube des années 2000, lors de sa restauration. La particularité de cet édifice, c'est que c'est un hôtel particulier, seconde Renaissance, mais en bois avec notre matériau local. C'est ce qui fait sa spécificité. On a aussi cet escalier qui est assez exceptionnel en colimaçon d'un seul tenant. C'est vraiment un chef-d'œuvre en architecture. Et puis toutes ces décorations, ces ornementations végétales, et puis cette couleur aussi, cette couleur sang de bœuf, qui était vraisemblablement la couleur qui était la couleur principale dans la ville de Troyes à l'époque. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire qu'on ait pu préserver tout ce patrimoine et puis le restaurer de telle façon, parce que ce sont vraiment des bijoux, c'est impressionnant. Hein. Une autre perle de notre voyage en Champagne se trouve en Haute-Marne, à Cirey-sur-Blaise. Dans le château familial d'Adélaïde Pringal, construit sur les ruines d'un ancien château féodal, l'un des plus grands penseurs du siècle des Lumières a séjourné pendant 15 ans. Alors là, on arrive devant la propriété qui a été la propriété de la marquise du Châtelet, Émilie du Châtelet, de son époux bien sûr, et puis également de Voltaire. Ça doit être vraiment assez fabuleux de vivre dans une demeure où a vécu Voltaire, où reste peut-être encore un peu son esprit. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que c'est un personnage très intéressant. Oui. D'ailleurs, Voltaire a laissé son empreinte sur le bâtiment, ce que je propose qu'on aille voir maintenant. En 1734, après la publication des lettres philosophiques, vives critiques des institutions françaises,
Voltaire est menacé d'être embastillé. Le philosophe trouve alors refuge dans le château de la marquise du Châtelet, dont il est l'amant. D'importants travaux sont réalisés pour installer ses propres appartements. Donc on arrive devant la porte commandée par Voltaire. Oui. À l'intérieur, on découvre tout un décor marin qui symbolise la vie. Et puis de part et d'autre de la porte, tu retrouves tous les attributs des arts et des sciences. Ah oui, en effet. Oui. Et il y a une inscription qui est assez intéressante, qui est de ce côté-ci, avec des vers écrits par Voltaire et dédiés à Siret, qui disent la chose suivante: asile des beaux-arts, solitude où mon cœur est toujours demeuré dans une paix profonde, c'est vous qui donnez le bonheur que promettait en vain le monde. Alors c'est très flatteur pour Siret, alors cherche-t-il aussi à flatter la marquise du Châtelet? C'est possible. Depuis l'acquisition du château à la fin du XIXe siècle, la famille d'Adélaïde transmet sans relâche l'histoire de ce patrimoine d'exception. Alors là, tu vois, on rentre dans la partie qui date du XVIIe siècle, Oui. avec tout ce mélange de briques et de pierres qu'on retrouve sur les voûtes. Et puis, avant d'aller plus loin, je voudrais te montrer quelque chose qui est assez amusant. C'est l'ancien billet de 10 francs, qui représente Voltaire et le château Je derrière. me souviens de ce billet, c'est drôle. Voilà, Oui. les gens s'en souviennent bien en général. Et c'est amusant parce que ça faisait dire à mon père qu'il était un des rares propriétaires à pouvoir se promener avec sa maison pliée en quatre dans son portefeuille. Oui, en effet. Voilà, on va passer par ici. Donc ça, c'est amusant. Dans le prolongement de l'aile gauche du château se trouve un cabinet scientifique où Voltaire et la marquise du Châtelet partagent leur passion pour les sciences. C'est ici que les célèbres principes mathématiques de philosophie naturelle d'Isaac Newton sont traduits et commentés par la marquise avant d'être préfacés par Voltaire. Dans la pièce adjacente, Voltaire reçoit ses illustres invités. Alors, il va recevoir des scientifiques, quelques amis de la région, et puis comme les voyages sont longs et fatigants, les gens restent un certain temps. Donc on peut imaginer que Voltaire s'est assis sur un fauteuil de ce genre. Un de ces Alors, fauteuils. malheureusement non, parce que la Révolution française est passée par là. Lorsque la marquise du Châtelet, qu'on retrouve ici, est morte, eh bien, Voltaire a quitté Siret. Le château est revenu au mari de la marquise du Châtelet, et puis ensuite il a transmis à son fils. Et malheureusement, le fils a été guillotiné au moment de la Révolution française. Après la Révolution, le château de Siret a été pillé et saccagé. Pourtant, sous les combles, un trésor a tout de même été épargné. Alors là, on se retrouve dans un lieu qui est vraiment exceptionnel, Ah, c'est magnifique, oui. voilà, qui est le petit théâtre de Voltaire, qui mérite bien son nom parce que c'est un petit théâtre, mais qui est probablement le plus ancien théâtre de France et le seul théâtre de Voltaire qui reste encore visible aujourd'hui. Donc on a retrouvé des décors, 3 décors, une chambre rustique qui est présentée sur la scène, on a aussi encore un décor de forêt ou un décor de jardin exotique. Puis on trouve aussi une petite loge, qui est la loge de la marquise du Châtelet, on peut être à 3 personnes dedans. Et puis en face d'elle, pour ne pas qu'elle se trouve face à un mur, on avait mis d'autres invités. Voilà, d'autres invités qui ont été en partie masqués au XIXe siècle parce que ça représentait quelque chose qui n'était pas forcément de très bon goût. Ça représentait un abbé regardant le décolleté d'une dame. Devant la petite scène, 3 banquettes permettaient d'accueillir une dizaine de spectateurs. Il y avait des spectateurs, mais peu, parce que presque tout le monde était sur la scène. Et parfois, on a juste le chien de la marquise pour regarder ce qui se passe sur la scène. Donc, côté applaudissements, ça devait être quand même assez limité. Certainement, oui. Château, village pittoresque, architecture majestueuse et splendides paysages. Voici la recette qui fera de votre découverte de la Champagne un voyage inoubliable.